Comme toute œuvre, l'arrivée de ce nouveau-né dans le vaste programme des émissions a pour mission de se faire une touche particulière. Rendre vivant et redonner du souffle aux questions nationales qui constituent un repère pour les générations actuelles et à venir. Telle est la vocation profonde de leur mission à domicile. Devoir de mémoire et obligation de souvenir, le premier numéro fait honneur à cette historique date du 3 novembre, ayant marqué d'une empreinte personnelle la clôture des assises officielles de la Conférence nationale souveraine et de l'élection des organes de la transition. Il s'agit de débattre des grandes orientations avec Abdraman Zakaria pour mieux coller à l'actualité. Né le 14 décembre 1964 dans la légendaire cité de Zander, Zakaria Abdraman fréquenta le cycle primaire et secondaire jusqu'à son orientation effective au lycée Ahmadou Kourandaga de Zander. Il devint ensuite leader du grand mouvement de la grève des scolaires de 1983 qui va occasionner son renvoi de l'école. Ça, c'est une autre histoire de Zakaria que vous ne connaissez pas. Baccalauréat en poche à partir de 1984, il intègre la grande famille des étudiants à l'université Abdelmoumoun Diofo de Niamey. Ainsi donc commence la carrière brillante du syndicaliste Abdraman Zakaria jusqu'à la marche du 9 février 1990, une des causes immédiates de la conférence nationale, où vous avez Abdraman Zakaria, secrétaire général et rapporteur du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Ce jour-là, avec un langage étudiant comme il fallait s'y attendre, il ne passera pas par quatre chemins pour cacher la vérité. Pendant 30 ans, c'est cette situation de régionalisme, d'ethnocentrisme, de corruption qui nous a conduit au chaos dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui. Et si aujourd'hui encore les tremplins que les gens veulent utiliser pour pouvoir arriver au pouvoir, c'est toujours la corruption et le régionalisme, nous dirons que rien ne sera fait et ce serait nous ramener encore 30 ans en arrière. Après un long séjour en République tchèque, Zakaria Abdraman rentre au Bercail où il loge le cabinet de la présidence en tant que conseiller du président de la République depuis 2011. Monsieur Zakaria Abdraman, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité du premier numéro de l'émission à domicile. En ce 3 novembre, date qui correspond à la date de clôture des assises de la conférence nationale, donc nous allons discuter des contours de cette conférence nationale. Vous allez nous dire maintenant, 98 jours durant, vous avez discuté de toutes les questions liées à la vie de la nation. Alors dites-nous pourquoi cette durée, qu'est-ce qui explique véritablement cette durée? Bon, d'abord, je commencerai par vous remercier aussi pour avoir bien voulu m'inviter pour discuter d'un sujet aussi important que celui de la conférence nationale souveraine. Ceci étant dit, je m'en vais tout droit vous répondre que ça a pris du temps parce que, en fait, les débats qui sont posés, l'ordre du jour et les différentes thématiques, n'est-ce pas, qui ont été posées à débat au cours de la conférence nationale souveraine sont d'intérêt capital et d'importance capitale. C'est ce qui a permis que la conférence nationale a pris du temps. Bien entendu, quand on l'a préparée, nous autres, au niveau de la Commission nationale préparatoire à la conférence nationale, on avait estimé qu'elle ne pourrait pas dépasser 45 jours. Mais avec les débats et au fil du temps, on s'était rendu compte que ça a pris le double de ce que nous avions prévu. Et il y a aussi eu quelques tergiversations et autres qui ont fait en sorte que ça a pris du temps. Voilà en fait ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, à peu près, pour certains, 90-98 jours, qu'est-ce qui explique véritablement cette durée et quels en sont les résultats? 98 jours, pour quels résultats? Bon, 98 jours ou 90 jours, pour quels résultats? D'abord, je dirais que en fait, c'était du tout est bien qui finit bien. Nous devons admettre que notre conférence nationale a bien fini. Pourquoi? Parce que nous avons passé 90 jours en train de débattre sur des sujets à controverse, en train de débattre sur des sujets houleux, des débats houleux, des grands débats, chacun avec son point de vue, chacun avec sa perspective, chacun avec son approche. C'était des débats contradictoires et il fallait admettre que dans de telles situations, ce n'était pas du tout facile.
Mais nous autres, qui étions à la conférence nationale, nous avions terminé notre conférence dans la fraternité, des débats avec le respect de l'autre et la sérénité. Et les résultats sont là. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie. La conférence nationale souveraine du Niger est une étape du cheminement du processus démocratique dans notre pays. Rien que cela peut justifier en fait les 90 jours que les débats ont pris. Alors, M. Zakaria, certains à l'époque traitaient cette conférence d'une conférence de bado, de revanche scolaire sur les anciens dignitaires des précédents régimes. Quelle lecture faites-vous de ce traitement qu'il faisait à l'époque aux assises de cette conférence? Bon, je dirais que c'était un traitement pas du tout sérieux. C'était pas sage de la part de ceux-là qui ont pensé que c'était une conférence nationale de bado. Bien entendu, parce que ça ne servait pas leur intérêt. Ils ont vu à la conférence nationale souveraine une conférence ou un forum qui va remettre en cause un certain nombre de leurs intérêts, un certain nombre de leurs acquis au détriment de ceux du peuple nigérien. Dès qu'on a commencé la conférence nationale, nous avons affirmé sa souveraineté, la conférence nationale souveraine du Niger. Et nous avons traité de manière souveraine nos questions, nous avons traité de manière souveraine toutes les questions liées à la vie du pays. Et cela en tenant compte de l'intérêt général. Et il va de soi que ceux-là qui étaient contre ce forum la traitent de tous les noms. Mais nous, quand même, nous estimons que ça a servi pour relancer le processus démocratique et le développement de notre pays. Alors, vous, à l'époque, en tant que secrétaire général et rapporteur du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, est-ce que c'était pour vous une tribune pour vous exprimer par rapport à l'assassinat de vos camarades? Je veux parler ici de la marche historique du 9 février 1990. Oui, bon, donc je rectifie, à l'époque j'étais secrétaire général de l'USN et porte-parole aussi de l'USN à la conférence nationale souveraine. Bien entendu, c'était un forum là où toutes les forces vives du pays se sont réunies. Et notre rôle était justement de mettre en relief un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de travers que le pays a connus depuis 30 ans, de 1960 à 1991. Et en fait, c'était bien entendu une tribune pour nous, pour édifier l'opinion publique nationale et internationale sur les questions d'intérêt national. Et à l'intérieur de ces questions, bien sûr, il y a la question du 9 février qui a été le déclic du processus démocratique au Niger et qui a conduit à la conférence nationale souveraine. Alors, on sentait qu'à l'époque, le bras de fer opposait ceux qui ont géré et ceux qui n'avaient jamais visé. Est-ce qu'après la conférence, quand certains ont été associés de la gestion des affaires de la cité, la calmie est revenue? Est-ce que c'était vraiment un problème d'association qui se posait par rapport à la gestion? Bon, non, en tout cas, quand l'idée avec laquelle nous étions partis à la conférence nationale souveraine, c'était pour sortir le pays des sentiers battus. Ce n'était pas un partage du pouvoir. Ce n'était pas pour nous un partage de pouvoir. Et nous, en tant que scolaires, réunis au sein de l'Union des scolaires nigériens, c'est en fait un cheminement historique qui nous a conduit à ça. Parce que bien avant le 9 février 1990, l'Union des scolaires nigériens, depuis sa création en 1960, s'est inscrite dans la logique de lutter aux côtés des masses laborieuses pour l'émancipation de notre pays de la tutelle colonialiste et impérialiste. Donc, c'est tout à fait normal que nous autres, nous partions avec cette logique. Il y a aussi d'autres forces vives qui sont nées après le 9 février 1990 qui souscrivaient à cette logique. Et de l'autre côté, bien entendu, il y avait des forces qu'on appelle, qui sont rétrogrades et réactionnaires, qui étaient contre la conférence nationale souveraine parce que ça va remettre en cause un certain nombre de prestiges, un certain nombre d'acquis, un certain nombre de leurs intérêts. C'était en fait une question dialectique qui s'était posée là-bas. Est-ce que c'est ceux-là à qui vous reprochez tellement de tard? On peut les situer sous le régime Kounché ou sous le régime PPN-RDA? C'est depuis 1960, donc, y compris le PPN-RDA et le régime de Kounché et la décrispation de Ali Sebou. Voilà en fait de quoi il s'agit. Aujourd'hui, peut-on se permettre de soutenir que la conférence a atteint ses principaux objectifs? Bon, on peut dire que de manière globale, la conférence nationale a atteint ses objectifs. Rien qu'en prenant un seul aspect, aujourd'hui, la démocratie est ancrée dans les mœurs des Nigériens.
même s'il est vrai que cette démocratie a connu des soubresauts, mais toujours est-il dit que chaque fois que cette démocratie est remise en cause, ou qu'il y a une tentative de remise en cause de cette démocratie, les forces dites démocratiques et les citoyens nigériens de manière générale se sont réunis, ils ont coordonné leurs forces pour réclamer ou sauvegarder la démocratie. Déjà, ça c'est un point de gagné. Et qui dit démocratie, gestion démocratique de la cité, dit effectivement un certain nombre d'aspects qui concourent au développement économique et social du pays qui seront pris en compte par les citoyens. Et cela de manière démocratique pour que cela joue sa partition. Voilà en fait véritablement l'un des plus grands objectifs et l'un des plus grands avantages de cette conférence nationale souveraine. Alors, aujourd'hui, après cette conférence nationale, qui a reconnu le droit syndical, le droit associatif, le multipartisme. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ceci a accouché aujourd'hui, cette pépinière de syndicats et de partis politiques, cela ne pose pas un obstacle à notre démocratie, à sa stabilité, à sa survie et même à sa durée? Donc d'abord, je commencerai, comme nous sommes en train de discuter de la conférence nationale avec des médias, bien avant la conférence nationale, il faut dire qu'après le 9 février 1990, la lutte des scolaires, parce que nous étions à l'avant-garde de la lutte démocratique, la naissance des partis politiques après, la jonction de l'USN et des autres syndicats, cela aussi a donné naissance à la liberté de la presse. C'est en ce moment-là qu'il y a eu des presses privées qui ont commencé à justement mettre en cause la gestion de la cité. Donc c'est déjà important. Maintenant, la multiplicité des syndicats, des associations civiles, des partis politiques, ça c'est normal. C'est une démocratie, c'est un multipartisme intégral, c'est une démocratie sans restriction. Mais il faut se dire qu'il faut aussi, à l'intérieur de ces différents syndicats, associations et autres, comme je l'ai toujours dit, distinguer la bonne graine des livrets. Il y en a qui profitent du processus démocratique pour se livrer à autre chose, qui en tout cas tranchent avec les intérêts du pays, et il y en a qui sont restés dans leurs principes et dans leurs lignes pour faire de la démocratie, n'est-ce pas, un cadre qui permet de sortir les citoyens nigériens de la pauvreté, de sortir de la misère et de l'émanciper. Voilà en fait ce qu'il faut comprendre. Donc, M. Zakaria, vous revenez toujours à la date du 3 novembre, qui correspond à la clôture qui a été sanctionnée par l'élection du Premier ministre, M. Chef Amadou, qui a dirigé la transition. Alors, parlez-nous de ces temps forts, ces moments forts de la conférence nationale. Justement, c'est l'élection du Premier ministre, comme tu venais de le dire, c'est un des temps forts de la conférence nationale souveraine. Et c'est une des étapes qui a mobilisé beaucoup de gens, qui a fait l'objet de toutes les mobilisations, de tous les lobbying et tout ce que cela peut supposer comme en fait branle-bas pour arriver à l'élection de ce Premier ministre. Et chacun partait de sa propre approche, chacun partait de ses propres intérêts. C'est en ce moment-là qu'on a vu des gens parler de non, que c'est nous autres qui avions mené la lutte dans ce pays, qui avions conduit ce processus démocratique. Certains, c'était leur approche, et il est hors de question que quelqu'un qui n'a pas participé à cette lutte, qui n'a pas souffert, soit parachuté d'ailleurs pour essayer d'être Premier ministre. Et c'est en ce temps-là qu'on a appris le concept ou bien la question de les gens venus d'ailleurs avec des valises noires, qui faisait allusion justement, qui faisait allusion à l'époque aux fonctionnaires internationaux nigériens qui étaient à l'étranger, qui travaillaient dans les organisations internationales. Bien entendu, ils étaient venus sous le prétexte qu'ils travaillaient dans des organisations internationales, ce sont des experts en ceci, en cela. Ils étaient venus avec leur mallette noire. Et quand on disait mallette noire aussi, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y avait de l'argent, quoi. Voilà, c'était ça. Donc cette élection du Premier ministre a donné libre cours à beaucoup de stratégies. Il y en avait qui étaient intéressés par l'argent et ils l'ont eu. Ce qui, comme on disait, c'est là qui avaient les mains ont donné des sous pour espérer se faire élire. Il y a aussi d'autres qui leur approche ou leur stratégie était d'utiliser
la fibre régionaliste, un tel est de ma région, un tel autre n'est pas de ma région, je veux qu'il soit le Premier ministre parce que tout simplement il est de ma région. Voilà en fait un certain nombre d'éléments subjectifs qui ont été mis au devant pour vouloir imposer à l'autre le choix d'un Premier ministre. En tout cas, nous de notre côté, l'Union des scolaires nigériens à l'époque, on n'a pas vu à travers cette panoplie de premiers ministrables quelqu'un qui nous avait convaincus. On a eu à discuter avec certains d'entre eux, on a eu à juger les prestations des uns et des autres lors des débats en plénière, lors des débats en commission, pour savoir que, en fait, qu'est-ce que ce monsieur a comme idée, qu'est-ce qu'un tel a comme perspective une fois élu Premier ministre. Et comme on n'a pas pu trouver notre compte et qu'on a estimé que ceux-là qui poussaient un certain nombre d'éléments subjectifs comme l'ethno-régionalisme, l'argent et autres, les espèces sonnantes et trébuchantes, nous on avait estimé qu'il serait mieux pour gagner, pour garder surtout la cohésion de notre groupe, de nous abstenir de participer à ce jeu. C'est ainsi que nous nous sommes abstenus de voter un quelconque Premier ministre. Mais vous, aujourd'hui, Zakaria, avec du recul, est-ce que vous pensez que Chef était vraiment le bon choix de la conférence nationale pour diriger la transition? Donc, je pourrais dire que... Avec du recul? Avec du recul, je pourrais dire que, en fait, ce n'était pas un mauvais choix. Pourquoi? Parce que le monsieur est quand même à un tempérament modéré. Il a cette capacité d'écouter, même s'il ne fait pas ce qu'on veut de lui. Parce que de l'autre côté, il y avait un HCR bouillonnant et autres. Ça pourrait nous amener à un clash et ça n'a même pas failli arriver. Peut-être un autre à sa place n'allait pas se comporter de cette même manière vis-à-vis des autres organes de la transition ou vis-à-vis des autres forces qui encore étaient présentes pendant cette transition. Je ne dirais pas que c'est un bon choix, mais ce n'est pas un mauvais choix. Alors, le Premier ministre Chef Amadou, à l'époque, avait promis de remplir un cahier de charges. Selon vous, c'était un cahier de charges ou un cahier de surcharge? Bon, je ne dirais pas que c'était un cahier de surcharge. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui a été mentionné dans ce soi-disant cahier de charges était le produit de débats mûris, approfondis, houleux et consensuellement admis. Voilà en fait ce qu'on peut dire. On ne pourrait pas dire que c'était un cahier de surcharge. Peut-être que d'autres avaient eu l'intention de vouloir le surcharger pour faire échouer Cheikh Amadou et par voie de conséquence faire échouer la transition. Mais nous, de notre point de vue, on admet que c'est démocratiquement que cela a été fait. Donc selon votre lecture, la transition était un pari gagné? Bon, c'était un pari gagné à partir du moment où, comme je le disais, par rapport à la conférence nationale, tout est bien qui finit bien. La transition a bien fini et ça a conduit à des élections libres et démocratiques qui ont consacré un président démocratiquement élu et d'autres institutions aussi démocratiquement installées. Donc c'était un pari gagné. Alors venons à présent à l'élection du président du Haut Conseil de la République, M. André Salifou, qui avait pourtant promis de ne pas être candidat. Et après, qu'est-ce qui explique véritablement sa candidature au fil du temps et en fonction de l'évolution des événements? Bon, ça, seul lui peut le dire. Parce que vraiment, j'évite de faire des jugements de valeur, mais seul lui peut le dire. Toujours est-il dit qu'il a estimé qu'il pouvait faire le boulot et il pouvait accomplir la mission en étant président du Haut Conseil de la République. Et il a été élu à ce titre. C'est tout ce que je peux dire. Et même sur ce choix, l'USN s'est abstenu? Non, on ne s'est pas abstenu, on avait notre candidat. Et c'était qui votre Nous, on soutenait à l'époque notre ancien directeur du CENU, c'était Kwamba Amadou, avec qui on a de bons rapports bien avant la conférence nationale. On avait des rapports avec lui depuis bien avant les événements du 9 février, tout et tout. C'était un monsieur qui nous a beaucoup compris et qui nous a beaucoup aidés, n'est-ce pas, dans la facilitation d'un certain nombre de trucs pour mener à bien notre lutte. On a eu de bons rapports avec lui comme directeur de CENU, ce n'était pas conflictuel. Et on a estimé que si on devait soutenir quelqu'un, il va de soi qu'on soutienne quelqu'un qu'on connaît. Les autres, on ne les connaissait pas très bien. On ne les a connus qu'à la conférence nationale souveraine.
Combo Amadou face à André Salif, c'était un challenge assez costaud, puisque André était quand même une icône des assises de la conférence nationale. Non, on n'a pas soutenu, Combo n'était pas partant pour le poste de président du HCR, il était l'un des vice-présidents. J'oublie même si le premier ou le deuxième, mais peut-être qu'il était le deuxième vice-président. Alors, nous savons bien que l'épisode sombre des organes de la transition est le fameux bras de fer entre le Premier ministre de la transition et le président du Haut Conseil de la République. Peut-on l'appeler un conflit de compétences ou c'était quoi véritablement le problème? Bon, en tout cas, moi, la lecture que j'ai eu à faire, il y a d'abord un certain nombre d'approches qui participaient de l'individu en tant que tel. Un autre voulait se montrer beaucoup plus important que l'autre, ou beaucoup plus populaire que l'autre, beaucoup plus puissant. Donc il y a des questions de mégalomanie qui se sont mises dedans. Il y a des questions aussi d'intérêt personnel ou de jeu que les uns et les autres voulaient jouer pour un certain nombre de groupes. Bon, toujours est-il dit que ça, en fait, c'est tout à fait normal quand on a des messieurs ou des individus qui n'arrivent pas à mettre au-dessus de mettre l'intérêt général au-dessus de leur intérêt particulier. Mais il faut se dire que ce n'est pas seulement ces institutions qui ont contribué à la réussite de la transition. Les mêmes forces démocratiques qui ont conduit à ce processus sont là pour en fait contrôler, n'est-ce pas, ces organes de la transition pour qu'il n'y ait pas de dérive. Et ce qui fut fait. Il y a même eu un certain nombre d'événements tels que les événements de la troupe et autres qui ont voulu en fait un peu mettre à mal la transition, mais les mêmes scolaires étaient là pour sortir et dire non aux uns et aux autres que ce n'est pas le moment de troubler cette transition, il faut la laisser continuer jusqu'à les élections démocratiques de notre pays. Donc voilà, surtout le mérite revient aux mêmes forces démocratiques qui ont encadré et surveillé la transition. Ce n'est pas une question d'individu. Alors, parlant des forces démocratiques, l'USN, principalement, qui était un acteur très, très important de cette conférence et qui a milité en faveur même de son avènement, l'USN, aujourd'hui, quel est le sort de cette structure? Bon, cette structure est toujours là. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la multiplicité des syndicats. Politique, mais aujourd'hui, voilà, quand on regarde les tendances et ses orientations, on peut dire qu'elle n'est pas en train de respecter véritablement sa ligne de conduite et sa mission. Bon, le problème, il y a d'abord un avantage. Il faut se dire que l'USN est restée une. Elle n'est pas divisée. Contrairement à la centrale syndicale, l'USTN qui après s'est morcelé ou bien d'autres sont nés après. Il y a plusieurs centrales syndicales aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule USN, il n'y a qu'un seul syndicat des scolaires nigériens. Bon, aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher à l'USN, c'est peut-être la faiblesse de la formation politique et idéologique de ses militants et jusqu'à une certaine mesure de ses dirigeants. Et ça aussi, ça s'inscrit dans le cadre global de la baisse de niveau, comme on le dit, des scolaires et étudiants du Niger. Donc c'est la crise du système éducatif nigérien. Mais toujours est-il dit que malgré leur baisse de niveau, quand même, ils savent où se trouvent leurs intérêts, même s'ils sont absents aujourd'hui, quand il est question de faire des grands débats sur des questions nationales et internationales. À l'époque, notre mot comptait beaucoup. À l'époque, on initiait ce débat. À l'époque, on s'imposait théoriquement et avec les arguments qu'il faut devant qui que ce soit pour faire valoir notre prise de position et pour la faire triompher. Mais aujourd'hui, c'est un problème au niveau de l'USN. Et je pense que nous autres, anciens cadres de l'USN, plus ceux-là qui dirigent actuellement l'USN, nous sommes en train de nous serrer le coude pour essayer de relever le défi et faire en sorte que l'USN retrouve ses lettres de noblesse. Alors, M. Abraham Zakaria, est-ce que l'esprit révolutionnaire de la conférence a guidé ses principaux acteurs dans la gestion de la transition? Bon, oui, l'esprit de changement, parce que révolutionnaire, c'est trop dire, bon, disons révolutionnaire entre guillemets, bien sûr, a toujours guidé ses principaux acteurs dans la gestion de la transition. Le même esprit de sauver les intérêts du pays, le même esprit de sortir le Niger des chantiers battus, le même esprit de lutter contre
la gabegie, de lutter contre la corruption et de défendre les droits de l'homme et les intérêts de nos vaillantes populations a toujours guidé les principaux acteurs dans la gestion de la transition. Bon, de manière générale, il y en a quelques exceptions. Et aujourd'hui, dans ce pays, pour qui a été témoin de la transition, saura qui a bien fait et qui a failli. En tout cas, ce n'est pas à moi de le dire et les Nigériens pourront vous le dire. En parlant de la gestion catastrophique, la gabegie, on se rappelle que l'impunité était l'un des points forts que vous réclamez, que vous avez jugé utile, en tout cas de rendre justice aux Nigériens par rapport à certains acteurs qui ont eu à commettre des torts à l'égard de la nation. Mais après la conférence nationale, il y en a qui se sont enrichis, il y en a qui se sont partagés les biens du pays, mais où en sommes-nous aujourd'hui? Quel a été le résultat? Est-ce que justice a été faite? Est-ce que ces gens-là ont été punis? Bon, justement, l'impunité a été un de nos chevaux de bataille, quoi. On tenait beaucoup à ce que l'impunité termine et quitte, n'est-ce pas, la gestion démocratique de la cité. Mais au fil du temps, on a constaté qu'il y a un certain nombre de pesanteurs qui sont là et qui ont en fait plombé cette question de la lutte contre l'impunité. Et à ce niveau aussi, il faut distinguer les hommes, il faut distinguer les uns des autres. Il y en a qui, dans leur logique, lutter contre l'impunité, lutter pour les intérêts du peuple n'était autre chose que ôte-toi pour que je m'y mette et faire les mêmes choses. Il y a d'autres qui ont gardé leurs principes, qui ont gardé leurs valeurs et qui continuent jusqu'à aujourd'hui à lutter contre cette impunité. D'autres se sont enrichis, c'est tout à fait normal. Le Niger les voit. On les voit tous, ceux-là qui se sont enrichis, ceux-là qui ne se sont pas enrichis, ceux-là qui sont restés dignes et qui ont gardé leurs principes. Mais tout cela, c'est parce qu'encore il y a des mots aujourd'hui qui minent la gestion démocratique de la cité. La question du népotisme, la question du clientélisme et du clanisme, tous ces mots-là sont là. Et je suppose que ce n'est pas des mots qu'on ne peut pas balayer et qu'on ne peut pas vaincre. Toujours est-il dit que le combat continue, quoi. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, est-ce que ce n'est pas cet échec hérité de la conférence nationale, si on peut l'appeler ainsi, que le Niger continue à traîner jusqu'à preuve du contraire? Non, il ne faut pas situer ça à la conférence nationale. Comme je l'ai dit, la conférence nationale n'a pas échoué. Nous avons bien reçu notre conférence nationale. La transition aussi, c'est ce que j'ai dit, tout est bien qui finit bien, n'a pas échoué. Elle a bien été conduite à bout. Et il y a des forces démocratiques qui ont encadré ça, des forces progressistes qui ont lutté contre les forces réactionnaires. Bien entendu, aujourd'hui, il y a toujours ce clivage. Il y a toujours ce clivage. Il y en a qui sont mus par seulement leur propre intérêt, le nombrilisme, et il y a d'autres, je ne sais pas, qui sont là, qui sont mus seulement par le patriotisme. Donc il y a un clash entre les nombrilistes et les patriotes. Et le combat continue. C'est comme ça. Et ceux qui ont été associés au fil du temps dans la gestion? Bon, ceux qui ont été associés au fil du temps dans la gestion, il y en a qui sont restés dignes, hein, qui ont respecté leurs principes, qui n'ont fait que servir le pays. Il y en a d'autres qui n'ont fait que se servir. Et les Nigériens les connaissent. On a l'avantage de se connaître au Niger, comme on l'a dit. Donc, alors, hier, on parlait de la refondation de la République sous le régime Tanja Mamadou. Aujourd'hui, l'équipe du président Issoufou Mahamadou parle de la renaissance. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une deuxième conférence nationale souveraine se dessine à l'horizon par rapport, en tout cas, au vu de la situation politique actuelle? Non, au vu de la situation politique actuelle, je ne peux pas dire qu'une deuxième conférence nationale se dessine à l'horizon. Mais il faut se dire que l'approche des citoyens par rapport à la politique, par rapport à la gestion des affaires de l'État a changé. Au fur et à mesure, mes concitoyens nigériens prennent conscience de leur véritable intérêt, de qui est capable de servir leur intérêt, qui n'est pas capable de servir leur intérêt. Ils savent qui est bon, qui est mauvais. Et je l'ai dit, c'est distinguer la bonne graine des livrées. Ils savent qui est vertueux, ils savent qui est vicieux. Tout cela, les Nigériens le savent. Et je pense que c'est au fur et à mesure que les gens auront à sanctionner les uns et les autres. Ça continue, c'est un processus. Et il faut se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, les gens posent des débats qui en fait transcendent les mêmes querelles de clochers ou les débats de clochers qui ne mènent nulle part.
Et ça, en fait, c'est une autre génération de Nigériens qui le pose. C'est surtout la jeunesse qui pose ces débats. Et je pense qu'au fur du temps, elle prendra ses responsabilités. Si c'est une conférence nationale, si c'est autre chose, on ne sait pas. Si c'est une conférence nationale, pensez-vous que ce sont les mêmes acteurs? Est-ce qu'il ne serait pas plus important de changer les acteurs, puisque c'est là qui ont géré la conférence souveraine? Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse peut proposer d'autres acteurs pour d'autres grandes orientations. C'est bien entendu. Et chaque chose a son temps, n'est-ce pas? Et si aujourd'hui il y a une conférence nationale, ça peut être... Les mêmes acteurs peuvent revenir, tout comme ils peuvent ne pas revenir. Et il y a d'autres acteurs nouveaux qui viendront. Comme je l'ai dit, il y a d'autres qui sont là, qui peuvent aussi imposer une autre dynamique. Il y va de soi. Ça, c'est tout à fait normal. S'il y a une conférence nationale souveraine, il y aura d'autres forces, d'autres esprits, d'autres idées qui viendront et d'autres personnes qui seront porteurs d'autres idées. C'est tout à fait normal. Il faut qu'on s'attende à ça. Alors, vous, par exemple, qui avez participé à celle de 91, aujourd'hui, c'est une deuxième s'annonce. Pensez-vous que le conflit de génération entre vous et le CD actuel, l'USN, et l'USN de l'époque, les anciens animateurs, peuvent se retrouver côte à côte sur une même table et discuter? Ne pensez-vous pas que le conflit de génération peut se poser, même du point de vue de la gestion des syndicats et des associations de la société civile? Non, moi je pense qu'il ne faut pas lier cette question de conflit à l'âge. C'est un état d'esprit. Moi, aujourd'hui, en tout cas, je parle de ma personne en tant que Zakaria Abdraman, je suis animé par les mêmes principes, par les mêmes idées, par la même approche. Celle de ne servir que mon pays et que les intérêts de mon pays. Et comme je l'ai dit, je suis en contact permanent et régulier avec le même comité directeur de l'USN, avec le même comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey ou des Anders et autres. Et ils savent que nous partageons les mêmes valeurs et nous échangeons les mêmes valeurs. Nous apprenons beaucoup de choses l'un l'autre. Donc vraiment, quant à ce qui est de ma personne, je n'ai pas encore failli. Alors, Abdraman Zakaria, dernier point de cet entretien. Quelle lecture faites-vous de la situation politique actuelle de ce pays? Bon, je pense que la situation politique actuelle de ce pays, c'est ce qui pouvait arriver. Et comme vous le savez, dans ce pays, les alliances, elles se font, elles se défendent, elles se refont. C'est en fonction, n'est-ce pas, des événements, en fonction des intérêts au fur et à mesure que les choses évoluent quant à ce qui est de la gestion des affaires de l'État. Et c'est en ce moment-là que le citoyen peut distinguer qui est animé de bonnes intentions, qui est animé de mauvaises intentions. Mais toujours est-il dit que moi, ce que je voudrais que les citoyens nigériens comprennent, il est grand temps qu'on arrête les querelles de clocher, les débats de clocher, les faux débats, que ce soit à la télé, dans les fadas ou dans les transports en commun qui ne mènent le Niger nulle part. Il faut poser des débats qui vont amener les Nigériens à changer de mentalité, à changer de comportement pour ne prendre en compte que les intérêts de son pays, mais pas les intérêts des individus. C'est surtout ça que les citoyens doivent comprendre. Et si on ne change pas notre manière de concevoir, notre manière de penser et de nous comporter, je me demande où est-ce qu'on peut aller. Est-ce que cela n'est pas lié à l'évolution aussi de l'état d'esprit, comme vous le dites? Oui, c'est lié à l'évolution de l'état d'esprit. Mais il faut se dire qu'il ne faut pas donner l'occasion, n'est-ce pas, à un certain groupe de personnes de prendre en otage les débats politiques. Il faut transcender ça. Il ne faut pas que les mêmes choses et les mêmes personnes débattent des mêmes choses pendant des années et des années. Il y a un temps pour tout, un temps nouveau, attitude nouvelle. Il faut que ça change. Et je lance un appel surtout à la jeunesse et aux patriotes sincères qui portent encore, n'est-ce pas, à leur cœur le Niger pour qu'ils s'investissent dans les débats et qu'ils arrêtent un certain nombre de dérives et qu'ils aident les citoyens nigériens à changer de comportement et à aimer son pays. La question de la citoyenneté, la question du civisme, parce que le Nigérien a tendance à ne réclamer que des droits, il oublie ses devoirs. La question du patriotisme dont j'en ai parlé, il y en a beaucoup qui ont quitté ces valeurs ou qui ont carrément mis ces valeurs de côté. Il y a d'autres qui les maintiennent encore. Et il faut qu'ils partagent ces valeurs-là avec la grande majorité. Je vous remercie. Merci.